Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui on reçoit Yasmina. Toi tu as vécu l'explosion du port de Beyrouth, 3750 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont causé la mort de 200 personnes et 6500 blessés. J'ai même pas eu le temps de penser à quelque chose et puis tout a explosé. Je cours direct pour voir mon frère est où. Il avait vraiment des trous dans sa tête avec du sang. Son oreille était détachée comme ça. Je vois une moto avec un homme et une femme juste derrière. Et une femme qui criait. Je regarde un peu plus, c'était ma mère. Elle est passée, elle a vu mon frère, elle l'a même pas reconnu. Il commence à ne plus être là. Il me dit, ne réponds pas, j'entends plus, je vais mourir. Ça fait des frissons. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui on part au Liban, on va à Beyrouth rencontrer Yasmina. Yasmina qui a un appartement qui donne sur le port, là où il y a eu, il y a quelques années, une explosion énorme qui a ravagé une énorme partie de la ville et qui a fait des centaines de morts. Elle était avec son frère à ce moment-là, toute seule dans l'appartement, et elle était à l'abri. Elle entend une explosion, vous allez voir, et son frère, lui, se rapproche malheureusement de la fenêtre pour voir. Et là, il y a une deuxième explosion énorme qui va faire un énorme souffle et son frère va être grièvement blessé. Elle va s'en occuper jusqu'à l'hôpital. Il a failli mourir, vous allez voir, il est complètement parti, il s'est évanoui complètement. Elle a réussi à le traîner, à le porter, ensuite à faire du stop, à le mettre sur différents véhicules pour arriver jusqu'à l'hôpital, là où il le donne pour mort. Elle va croiser par hasard quelqu'un qui va le sauver. Vous allez voir, histoire exceptionnelle aujourd'hui avec Yasmina. Juste avant l'émission, je voulais remercier ceux qui permettent de faire ça. C'est notre partenaire aujourd'hui, c'est Brix, l'application qui permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10 €. Vous pouvez acheter des petites briques, que ce soit sur des biens d'exception et aussi parfois sur des appartements et notamment des résidences étudiantes qui accueillent non seulement des étudiants, des saisonniers aussi ou des sportifs. Donc voilà, on remercie Brix pour ça. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir l'émission. On a reçu Cédric O'Neill, le directeur de Brix, celui qui a créé cette boîte, donc qui s'appelle Brix, B-R-I-C-K-S. Et on a fait une émission il n'y a pas longtemps en parlant de survivalisme. Vous allez voir, on a reçu 2 survivalistes, notamment un père de famille qui a tout prévu pour parer à toutes les catastrophes naturelles. C'est-à-dire il a une réserve d'eau, une réserve de nourriture, il a même des systèmes de filtration, il a des animaux, il a tout plein de plantations dans son jardin pour survivre en cas de problème. Et un autre qui est plus précautionneux en termes financiers, vous allez voir. On a même testé des lingots d'or pour voir si c'était des vrais ou des faux, si vous achetez de l'or. Donc, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez retrouver l'émission avec Brix. Et là, c'est parti. On va maintenant au Liban. On a profité, pour tout vous dire, on était là-bas lors de l'émission avec Carlos Ghosn qu'on a tourné il y a quelques temps et on voulait absolument rencontrer Yasmina, avec qui on avait échangé des messages et qui a accepté du coup de nous ouvrir ses portes. Et on a pu visiter non seulement son appartement et puis le port juste en face qui est toujours en travaux. Vous allez voir, histoire exceptionnelle, digne d'un film aujourd'hui sur Légende. Bonjour Yasmina. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toi, tu as vécu, alors c'est pas rigolo du tout ce que tu as vécu. Ça s'est passé le 4 août 2020. Vous en avez entendu parler, vous avez déjà vu les images de l'explosion du port de Beyrouth. Alors je vais vous redonner les chiffres. Il y a eu 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Il y en a eu 3700 exactement. Et puis il y en a 1000 qui n'ont pas explosé, si je dis pas de bêtises. Donc 3750 tonnes de nitrate d'ammonium qui a été stocké depuis des années dans un hangar, qui ont explosé et qui ont causé la mort de 200 personnes et 6500 blessés. Toi, tu l'as vécu parce que tu habites, et tu habitais déjà à l'époque, sur le port, juste en face. Il y avait ton frère qui était dans l'appartement, qui a été grièvement blessé, qui a failli décéder, qui a été sauvé in extremis quand vous êtes arrivé à l'hôpital. Tu vas nous raconter tout le périple, tout ce que vous avez vécu, vous, de l'intérieur. Tu étais avec ton frère, il n'y avait pas tes parents ce jour-là dans l'appartement. Juste, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour essayer de comprendre un peu ta vie? On va après expliquer. J'ai fait mes études au Liban et puis je suis partie à Paris pour faire mon master. Mais j'ai après décidé de revenir au Liban parce que j'aime vraiment mon pays et je voudrais vraiment trouver un travail ici. Master de quoi, pardon? En management. En management? Finance, oui. Là, tu fais quoi aujourd'hui comme boulot, 5 ans plus tard? Je travaille, ça fait 5 ans que je travaille à l'ambassade britannique en tant que finance et en projet en finance. D'accord. Donc, tu es parti faire des études en France. C'est pour ça que tu parles aussi bien français ou tu parlais déjà aussi bien au Liban? À l'école, oui. J'ai Ouais. fait de l'école, c'est une école francophone. Donc, depuis que je suis petite, on parle français, même à la maison, avec mes amis et dans mon entourage. Et puis, j'ai continué mes études aussi en français à l'Université Saint-Joseph et puis à Paris. Et tu es rentré quand, du coup? Tu étais en France pour faire tes études. Tu es rentré quand au Liban?
Je suis rentrée quelques mois avant l'explosion, malgré que c'était une période incertaine au Liban et il y avait la révolution et tout, mais j'ai quand même décidé de revenir et d'essayer de trouver un travail. Un travail, ouais. Tu voulais revenir dans ton pays, quoi. Oui. Donc ton frère, à quel âge? Il avait quel âge? Il avait 18 ans. Toi, tu avais 24 ans. Oui, c'est ça. Où étaient tes parents et qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'on comprenne un peu la situation. J'avais 23 ans, 24 ans, 23 ans. Et mes parents, en fait, ils étaient au travail. Et vu que c'était le confinement, il y avait Covid, je travaillais de la maison. Et mon frère, il préparait pour ses entrevues pour le travail, pour postuler pour du travail. Donc, il était en train d'étudier. Mon frère, c'est une personne très sérieuse et moi, je suis le contraire, en fait. Donc, j'écoutais de la musique, je chantais et j'étais bien à la maison. Et lui, on se disputait un peu parce qu'il voulait un peu être calme pour pouvoir étudier. Donc, les dernières minutes avant l'explosion, on était un peu disputés. Et... Ah, vous êtes engueulés juste avant? Oui, malheureusement. Ça, on regrette après quand il se passe quelque chose de grave? Beaucoup. On n'imagine pas ça. Vraiment, j'ai beaucoup regretté après parce qu'on s'était dit des choses pas très jolies. Il était rentré dans sa chambre juste pour pouvoir travailler et s'entraîner pour les entrevues. Ils font quoi tes parents dans la vie? Qu'on comprenne. Oui, en fait, mon père, on a un business familial. On a des franchises de boulangerie, Wooden Bakery. Et mon père est directeur général de l'hôpital, de l'Hôtel Dieu, mais à la Bekaa, pas à Beyrouth. D'accord, c'est une autre ville. Oui, c'est un peu loin de la ville. Et donc, tu vas te disputer avec ton frère, vous allez vous dire des trucs pas cool. Il va partir dans sa chambre, il va s'enfermer. Énervé, très énervé. Très énervé. Donc, il claque la porte, on imagine. On est le 4 août, il est quelle heure, là, à peu près? 5h30, 6h. Donc, fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Et en fait, c'est une journée tranquille comme une autre, quoi. Il se passe rien de spécial. Oui, exactement. C'est une journée très tranquille, comme les autres. Je viens de finir mon travail. Je m'assois sur le canapé en train de chanter, je suis bien. Et puis, on entend un bruit. Mais nous, on est habitués parce qu'on habite à Beyrouth, il y a trop de bruit durant la journée. On entend d'ailleurs les klaxons. Oui, on entend plein de choses. C'est une ville qui est très vivante. Des gens qui parlent, des gens qui crient, des gens qui chantent, des voitures. On est habitués au bruit. Et on entend un bruit assez fort, mais pour nous, le premier bruit, c'était pas quelque chose de bizarre. C'était peut-être comme un camion qui ramasse la poubelle. Moi, j'ai cru au fait que c'était le camion un boom, mais pas énorme. Oui, pas énorme. Donc moi, je ne me suis pas levée. Je suis restée sur mon canapé. J'ai continué à chanter, à écouter ma musique. Alors que mon frère, il est sorti de sa chambre, il est parti vers la chambre de ma sœur. Au fait, la chambre de ma sœur, elle a une fenêtre et elle a toute la vue sur le port. Donc, il est parti, il a vu la fumée. Et quand il est parti, il était devant la fenêtre et il a vu la deuxième explosion en train de se passer. Il a tout vu de ses propres yeux. En fait, il m'a expliqué après qu'il y a eu un peu de décalage entre ce qu'il a vu et ce qu'il a senti et quand il a été bousculé et puis le son. Dès qu'il a vu, il a eu peut-être 2 secondes pour juste crier et je me rappelle qu'il crie mon nom. Il dit « Yasmina » et très, très fort. Et c'est à cet instant... J'ai même pas eu le temps de penser à quelque chose et puis tout a explosé. Ça a explosé. Oui. En fait, et le blast, c'est l'effet de souffle, en fait, en décalé par rapport à... Il est tellement fort que j'étais sur mon canapé et j'ai volé du canapé. Pendant peut-être moins qu'une seconde, mais c'était assez long pour que je me demande à moi-même qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en train de voler de mon canapé. Et au niveau des oreilles, etc., est-ce que tu sais, quand on voit une explosion dans un film, tu n'entends plus rien après? Est-ce que ça fait vraiment ça? Tu as un sifflement et tu n'entends plus rien? En fait, je n'ai pas entendu le boom que les gens autour de nous ont entendu, mais j'ai entendu quelque chose. Il y avait une force, il y avait quelque chose. Mais je n'ai pas su vraiment... Non, on ne comprend pas au moment même c'est quoi. C'est tellement fort, tellement nouveau qu'on non. Je n'ai pas les mots pour décrire. Quand tu es projeté au sol, après, tu perds connaissance ou pas, toi? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis trouvée avec debout et je cours. Je cours direct pour voir mon frère est où. Et je commence à courir et je regarde la maison. Le faux plafond est cassé, même le parterre, on voit des tuyaux et c'était vraiment trop cassé. Toutes les vitres par terre, de la poussière, tellement de poussière que on voyait à peine, on se sentait vraiment dans de la poussière, beaucoup de poussière. Et je courais, je rentre dans la chambre de mon frère, je ne le trouve pas. Et déjà parce que toutes les vitres étaient cassées et
toutes les armoires et tout. Je me suis dit, peut-être qu'il a volé de la fenêtre. Je n'ai pas pensé qu'il pouvait être dans une autre chambre. Et puis j'entends quelqu'un en train de crier et de redire mon nom. Et c'était vers la chambre de ma sœur. Je repars dans la chambre de ma sœur et là, je vois du sang partout. Et toutes les armoires, plein de trucs cassés et je les vois un peu bouger. Donc je réalise que mon frère était sous tous ces débris, sous tout ça. On peut vous montrer des photos de l'appartement, que vous puissiez voir à l'image les dégâts. Regardez, voilà, c'est impressionnant. On voit tout est tombé par terre, etc. On peut vous montrer la photo où il y a ton frère, enfin sans montrer ton frère, mais parce qu'il y a du sang, on ne peut pas les montrer avec les conditions générales et CGV des réseaux sociaux. On ne peut pas, sinon ça serait bloqué la vidéo. Mais en tout cas, voilà, juste que vous puissiez voir le bazar qu'il y a dans l'appartement et qui explique la violence d'un choc pour que ça décolle le parquet, etc. Et donc tu arrives dans la chambre où il y a ton frère, tu vois bouger, et donc qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas su quoi faire, au fait. J'ai attendu qu'il essaye, lui, de se lever parce que vraiment, j'étais figée, j'arrivais pas du tout à bouger. Puis j'ai remarqué que non, je devais, au fait, l'aider. J'ai commencé à enlever tous les débris et enlever tout. Et je me rappelle qu'il se met devant moi et il avait vraiment des trous dans sa tête avec du sang qui volait, si je peux dire, de partout. Son oreille était détachée comme ça. Je la voyais pendouillée, je sais pas ce qu'on dit. Et ses bras, il y avait les os. C'était des os blancs. Et même la chair, c'était très La photo que tu m'as donnée aussi, où tu es avec lui dans la rue. Oui. On voit juste un côté, alors qu'il y a deux côtés. On voit qu'il n'y a plus le muscle de l'épaule, en fait. Et maintenant, ça va mieux, hein, d'ailleurs. Donc, oui, maintenant. Mais c'est impressionnant, le travail des chirurgiens. Mais il y avait, effectivement, c'est trop violent pour vous montrer. On peut montrer en floutant, mais il faut vraiment beaucoup flouter que vous puissiez voir l'image. Et donc, lui, il est conscient ? À cet instant, il était conscient. Il te parle ? Il se lève. Il ne parle pas, au fait, et moi, je commence à crier. Mais je crie tellement fort que je me rappelle très bien ces mots. Il m'a dit, « Yas, si tu vas crier, je vais mourir. » Donc, si j'ai plus rien fait, j'ai plus parlé, et j'ai senti que même mon cerveau ne travaillait plus. Donc, c'est lui qui a commencé à me dire, « Fais-moi marcher, fais ça, fais ci, prends-moi là. » Alors que moi... Tu étais tétanisée. Oui, il n'y avait plus rien. Ni un cerveau, ni une tête, ni rien pour penser. J'étais juste comme un robot en train de marcher et lui, il me disait quoi faire. Et je me rappelle, il me dit d'appeler le mari de ma tante, en fait, qui est chirurgien. Et on était en train de l'appeler, et il me raccrochait. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai continué à appeler juste pour qu'il raccroche et qu'il réponde. Et je me rappelle qu'il répond très bien et il me dit « Yas, je suis en milieu, je rentre dans une opération, je suis très occupée, je ne peux pas parler. » J'ai eu peut-être 4 secondes. Je lui ai dit « Explosion à la maison, Najib n'a plus de bras. » Il me dit « Prends-le à l'hôpital. » Et il n'y avait plus de réseau. Donc, est-ce que tout le monde a appelé après autour ? Il n'y avait plus rien, plus de réseau. Not at all, yani. Et donc il te dit « Emmène-le à l'hôpital ». Auquel hôpital ? Moi, j'ai direct su que c'est à l'Hôtel Dieu parce que lui, il est chirurgien là-bas. Mais ce jour-là, il n'était même pas à Beyrouth. Donc, il était en dehors de Beyrouth. Mais direct, j'ai pensé à l'Hôtel Dieu, alors qu'il ne m'avait même pas donné le nom de l'hôpital. Et ce n'était même pas l'hôpital le plus proche de la maison. Mais c'est l'hôpital où on part en famille. Toi, donc, tu avais 23-24 ans, c'était il y a 5 ans. Ouais. Tu as une voiture à l'époque ? Oui, j'avais une voiture, tout est cassé, le parking était cassé, nos voitures étaient cassées. Les voitures, il n'y avait plus rien qui... Il n'y avait rien. Toi, tu n'es pas blessée du tout ? Rien. Si on voit les photos de ma maison, toutes les vitres et les fenêtres de ma maison étaient cassées, sauf la fenêtre derrière ma tête. Et en fait, c'est 2 grandes fenêtres. Cette fenêtre était cassée, mais celle derrière ma tête ne s'est pas cassée. Parce qu'en fait, c'est les débris, pour expliquer comment il a eu l'oreille coupée, c'est les débris de verre aussi qui sont soufflés, ça devient des couteaux, c'est comme si on lançait des couteaux de partout, quoi. Exactement. Et en fait, lui, parce qu'il était debout devant la fenêtre, et il a été poussé vers derrière, tout son corps a cogné le bureau de ma sœur. Donc, il a même cassé des côtes et beaucoup de choses. Et donc, lui, il est plus calme que toi ? Oui, de loin. En tout cas, on a différents caractères. Lui, il est plus calme en général, comme moi. Donc, il a commencé à me dire de le faire marcher, de le faire asseoir. Je me rappelle, je l'ai fait asseoir sur le canapé du salon. Et on faisait rien, en fait. Et maintenant que j'y pense, c'est un peu bizarre parce qu'on était assis, on se regardait alors qu'on pouvait quitter de la maison parce qu'on était juste assis. Juste peut-être, je lui donnais un instant ou un moment pour qu'il se repose ou bien pour réaliser ce qui s'est passé parce que je ne réalisais pas du tout. Et parce qu'on était seuls, je me rappelle...
je ne sais plus qui a appelé, au fait, le concierge de l'immeuble pour qu'il monte nous aider. Et il monte ici et il me dit qu'il faut nouer le bras de mon frère au-dessous de sa blessure pour qu'on arrête le sang. Et il a commencé à faire ça et tout. Puis il me dit, alors, tu dois le faire descendre, on doit le prendre à l'hôpital. Il ne peut pas rester comme ça. Et en sortant de la maison, en fait, on ne sortait pas vu qu'il n'y avait pas de porte, en marchant vers les Il escaliers. n'y avait plus de porte du tout d'entrée, non. ouais. Il n'y avait rien. Même à l'intérieur de l'appart, ça avait tout soufflé. Oui, oui. Tout était cassé, tout. Tu savais ce qui s'était passé d'après toi? Tu t'es dit, on s'est fait attaquer, tu t'es dit, c'est la guerre. Parce que là, tu n'avais pas encore les informations. Là, quand ça vient de se passer 2 minutes après, tu te dis, c'est une bombe nucléaire. Franchement, quand on a vu l'image, on pensait que c'était une petite tête nucléaire, limite. Tu vois, il y avait des théories sur les réseaux sociaux. J'ai pensé à rien. Dans ma tête, c'était... Moi et mon frère, on est dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? J'ai même pas pensé si la guerre a commencé, si peut-être il y aurait une deuxième bombe, parce que les gens autour de moi, quand je racontais, ils m'ont dit « Tu n'as pas pensé te cacher parce que peut-être il allait avoir une seconde ?» Non, j'ai pensé à un jet, j'ai pensé à rien. Et donc, tu pars où, là? Du coup, tu descends Il me dit « Mon frère, j'ai soif ». Et je suis partie, je lui donnais un verre d'eau pour qu'il boive. Mais après aussi, j'ai appris que c'est pas bien du tout de donner de l'eau à quelqu'un qui est en train de perdre du sang pour je ne sais quelle raison. Mais Egan, vu que je pensais à rien, j'ai même pas fait mes recherches, je lui donnais ce qu'il demandait. En fait, il m'a dit donne-moi de l'eau, j'ai donné de l'eau. Et on marchait pour descendre. Et puis, je me rappelle, on commençait pour descendre les escaliers et il regarde comme ça son épaule. Et dès qu'il regarde son épaule, il me dit « Yas, j'ai plus de bras, je sens que je vais m'évanouir, c'est quoi ça ?» Et moi, je fais semblant de lui montrer qu'il n'y a rien. Je lui dis « Non, regarde, je te regarde, non, c'est rien. » Et elle, on continue à marcher. Il me dit « Tu es sûre, c'est rien ?» Je lui dis « Oui, c'est rien de grave. Moi, maintenant, tu es stressée, juste continue. » Alors que moi, je regardais et je savais combien c'était grave. On commence à descendre les escaliers et puis il y a un homme qui vient. Il nous dit Eli, qui est le mari de ma tante. Eli m'a envoyé, il m'a dit que ton frère a été blessé. Il m'a juste dit, par voir Yas et Najib. Et puis, il me dit, comment je peux aider et tout. Je lui dis, juste aide-nous à faire descendre mon frère les escaliers parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. On est descendu 4 étages à pied. On descend les 4 étages, il nous aide à faire descendre mon frère. Dès qu'on arrive en bas, il me dit, désolé, je dois quitter, regarde mon pied. Moi aussi, je suis gravement blessée, alors qu'on n'avait même pas remarqué avant qu'il était blessé, autant qu'on était en train de juste aider mon frère. Et je lui dis là, du coup, oui, Akid, juste, bien sûr, quitte, occupe-toi bien de toi. Et, attends, c'était qui cette personne, pardon? L'ami du mari de ma tante, l'ami de mon oncle. Et tu le retrouves où, lui, dans l'immeuble? Oui, dans l'immeuble. Il habite là? Il travaille juste dans l'immeuble en face. Donc, le mari de ma tante, direct, en fait, il l'a appelé. Il lui a dit, non, Yasmina m'a appelé. Ah oui, il va les aider, ouais. Donc, please, si tu peux partir les aider. Il est venu nous aider. Et dès qu'on arrive au-dessous de l'immeuble, il a dû quitter pour... en fait, je ne sais pas où il a disparu. Je ne me rappelle plus, c'est un peu flou dans ma tête. Mais je me rappelle qu'il prend la photo. C'est lui qui a pris la photo et qui l'envoie au mari de ma tante, le chirurgien. La photo de quand vous êtes dans la rue, là? Oui. Celle où on voit l'épaule de ton frère. Oui, ouais. exactement. Cette photo-là, je vous la mets, mais on la floute vraiment beaucoup pour ne pas choquer, parce qu'elle est choquante, oui, la photo. C'est vrai. Et en fait, on reste peut-être 10 minutes sous l'immeuble et j'essaye de parler aux voitures qui sont en train de rouler pour nous faire rentrer. Mais personne ne répondait. Je ne dis pas qu'ils ont été méchants aussi, je comprends, ils sont sous choc, mais personne n'ouvrait les fenêtres pour me répondre. Alors que moi, je voulais juste demander à quelqu'un de nous prendre, de nous faire entrer en voiture. Personne ne voulait te transporter, quoi? Non. Je comprends, tout le monde était en état de choc, ou ils avaient peur peut-être, mais moi j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui nous prenne à l'hôpital. Et donc tu te mets sur le milieu de la route, tu essaies d'arrêter les gens? En train de crier et de taper sur les vitres et les fenêtres des voitures, juste pour demander à quelqu'un de nous prendre à l'hôpital. Et ici aussi, il y a quelques photos, en fait, c'était nos voisins dans la rue qui prenaient quelques photos et on paraît, mon frère et moi, sous l'immeuble en train juste de parler aux voitures. Et après peut-être 10 minutes, je trouve un vieil homme dans sa voiture. Jusqu'à présent, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas comment il s'appelle. Et j'ai juste envie de le remercier, mais je ne le connais pas. Et j'ai oublié de prendre son nom. Qui s'arrête et je lui dis, no, please, vous pouvez nous prendre, à mon frère et moi, à l'hôpital, on a vraiment besoin de quelqu'un. Il me dit, mon fils. Je lui dis, no, votre fils va bien, il est blessé. Il me dit, oui, mais c'est juste qu'il a besoin d'une voiture et il est quelque part dans cette rue. Puis je lui dis, no, please, regardez mon frère, il ne va pas bien du tout. Et dès qu'il voit mon frère, il me dit, tu sais quoi, mon fils va bien, je le garde et je reviens le prendre après. Mais il l'avait vu, son fils? Non, il n'avait pas vu son fils. Mais son fils l'avait rassuré qu'il va bien. Donc, direct, il nous fait rentrer. Mon frère s'assoit près de lui et moi, je m'assois derrière. Et on part à l'hôpital.
alors que ni on avait parlé à nos parents, ni on avait rassuré quelqu'un parce qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Donc, on se dirige vers l'hôpital et... Lui, il continue de saigner ou pas? Oui, oui, beaucoup. Il n'arrêtait pas de saigner et la route était très lente parce qu'il y avait beaucoup de débris par terre, les voitures roulaient lentement, tout le monde voulait quitter, donc du coup ça a fait des bouchons et beaucoup de trafic. C'était affreux. L'hôpital est d'habitude à 10 à 15 minutes maximum de la maison. Je pense que ça nous a pris beaucoup plus. Pour vous dire combien ça m'a pris du temps, je ne sais pas, mais c'était long. Et Najib, ton frère, il tient le choc quand même sur la route? Ou il commence un peu à perdre trop de sang? Oui, il commence à ne plus être là, je sens. Et puis au milieu de la route, je me rappelle, il me dit Yas, j'entends plus, je sens plus mon corps. Prends soin de toi, prends soin de Maria, ma sœur, ma petite sœur, et de maman et papa. Oui. Et dis-leur que je vous aime beaucoup. Et il arrête. Il me dit, ne réponds pas, j'entends plus. Je vais pas t'entendre. Ça fait des frissons. Il était devant et il te dit ça calmement? Oui, très calmement. Et il arrête de parler. Et puis le conducteur, le vieil homme qui conduisait, il me dit, nos demoiselles, je pense qu'il me dit ça en fait, j'arrive plus à conduire. Il y a quelqu'un qui est mort ou qui va mourir près de moi. En fait, il ne se sentait pas à l'aise de conduire. Parce qu'il voyait que ton frère était en train de mourir? Oui, près de lui. Donc, je me rappelle qu'il me dit, il a commencé peut-être, tout est flou dans cet instant, mais il a commencé à me dire, ou que je lui frappe le visage, mais que je l'aide un peu plus à pouvoir reprendre ses esprits. Alors que c'est moi qui avais besoin de quelqu'un qui fasse ça avec moi. Mais je suis restée forte et j'ai commencé à lui dire non, peut-être je lui ai dit quelques gros mots aussi. Il voulait quoi, que tu descendes? Non, il voulait juste que, ou je lui pince l'épaule, j'ai oublié, je lui pince la main pour qu'il se réveille un peu plus et qu'il puisse conduire. Et moi, j'ai commencé, it was a denial peut-être, j'acceptais pas qu'il est en train de me dire ça de mon frère. Je lui ai dit, non, please, continue à conduire. Et il a continué à conduire, mais mon frère, il a perdu connaissance ici. Et non, il parlait même plus et il répondait plus. Et je pense, si je me rappelle bien, là, c'est une histoire qui est drôle maintenant, mais qui n'était pas drôle avant. Il y avait une jeune fille qui conduisait, je pense, la voiture de son père. C'était peut-être une Porsche ou une Ferrari, ou je me rappelle plus c'était quel genre de voiture. Et la rue était tellement étroite qu'elle s'est arrêtée, elle ne voulait plus rouler. Je suis partie, je suis descendue de la voiture. Pour ne pas abîmer sa voiture de sport. Oui, je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends? Elle roule. Elle me disait, non, c'est la voiture de mon père, je ne veux pas l'abîmer. Je dis, genre, tu es folle ou quoi? Non, y elle là, non, avance. Elle me disait, non, je ne veux pas l'abîmer. J'ai dit, si tu ne roules pas maintenant, moi, je vais te l'abîmer. Et je ne sais pas d'où j'ai eu cette force. Elle n'a pas roulé. J'ai pris ma main et j'ai cassé la vitre. J'ai cassé la fenêtre de sa voiture. Elle a commencé à crier, tu es folle, tu es sauvage. Je ne sais pas ce qu'elle me disait. J'ai dit, si tu ne roules pas, maintenant, je te casse une autre vitre. Parce que ne roule, mon frère est en train de mourir s'il n'est pas déjà mort en voiture. Et puis, elle continue, elle roule. Je me rappelle, c'était vraiment lent et peut-être j'avais 3% de batterie sur mon téléphone. Comme d'habitude, mon cellulaire n'est jamais chargé. Voilà pourquoi il faut charger son téléphone. Toujours. Surtout au Liban. Et je me rappelle, plein de gens m'appelaient. Je répondais à personne parce que, de un, j'avais même pas envie de parler à quelqu'un. De deux, j'avais envie de garder mes batteries au cas où mes parents allaient pouvoir m'appeler. Et peut-être, je me rappelle, j'ai répondu, je pense, seulement à mon oncle. Maintenant, ça me revient un peu. Et je lui ai dit, Najib va pas bien. Et j'ai raccroché. Je n'ai même pas parlé ou bien élaboré plus que ça. Avec du recul, tu as compris pourquoi tu t'étais... la force que tu avais trouvée en toi? Après. Parce qu'au moment même, vraiment, je faisais des choses sans penser peut-être. Et maintenant que j'y pense, peut-être je pouvais lui parler un peu plus doucement, sans lui casser une vitre. Mais au moment même, je pense, j'ai trouvé que c'était la seule chose à faire. Donc, et tu as dit après, quand on a préparé l'émission, tu disais que tu avais passé 30 minutes à hurler sur tout le monde pour qu'il s'écarte. Oui, ça c'était après, en fait. Quand on était presque arrivé vers l'hôpital, je vois une moto avec un homme et une femme juste derrière. Et une femme qui criait, qui hurlait. Et elle regardait les fenêtres et les vitres des voitures pour voir c'était qui les personnes dans les voitures. Et je me rappelle qu'elle arrive dans la voiture où on se trouvait, elle regarde devant le conducteur et la personne à côté qui est mon frère, et elle continue. J'étais genre, ok, peut-être on ne connaît pas cette personne. Je regarde un peu plus, c'était ma mère.
Elle est passée, elle a vu mon frère, elle l'a même pas reconnu. Elle n'a pas reconnu mon frère, c'est pour ça qu'elle a continué. Wow. Donc, quand j'ai vu que c'était ma mère, je suis sortie et que j'ai fait sortir ma tête un peu, j'ai commencé à crier et à l'appeler. Je lui disais, maman, non, c'est moi, c'est Yas. Elle recule, elle me dit, ouais, Najib, non, il est où ton frère? Je lui dis, c'est lui. Elle me dit, non. Je lui dis, si, non, c'est lui. Et que je vois son visage, je vois sa face, et que je comprends que non, c'est grave. Peut-être c'est à ce moment que je réalise, j'étais trop calme, il faut être un peu plus stressée. Quand j'ai vu la tête de ma mère, quand elle regardait mon frère, elle me dit, descends, qu'est-ce que tu fais encore en voiture? Aide-moi à pousser les voitures. Et c'est à cet instant, en fait, qu'on commence, ma mère et moi, à courir. Et on courait et on criait, je me rappelle, il y avait un grand camion, des voitures. Ma mère pleurait, elle criait, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle leur disait, no, please, poussez, il y a quelqu'un de très blessé en voiture, on a besoin d'arriver à l'hôpital. On arrive à la porte de l'hôpital. Je vois ma mère qui commence à faire descendre mon frère, ma tante qui arrive et mon père aussi qui arrive. Ils arrivent tous en même temps, c'est génial en fait. Ils arrivent tous en même temps. Et c'est ici que je me dis, OK, tu peux te reposer un peu. Genre, tout ce stress que j'avais, toute cette responsabilité. T'étais toute seule, quoi, la charge mentale, ouais. Oui, je me suis dit, OK, c'est bien. Et non, c'est plus entre tes mains. Sur la route, tu vois vraiment que tout est abîmé ou c'est vraiment que ton immeuble qui a pris et que quelques immeubles? Tout. Et je reconnais même plus la ville. C'est affreux. Tout le verre, toutes les vitres. Tout et de la poussière. Je dis beaucoup de la poussière parce que vraiment, on voyait rien. Il y avait tellement de poussière, tellement de débris, tellement des vitres et tout ça par terre qu'on se dit, mais où on est? Non, vraiment. Et tu vois des blessés, beaucoup? Incroyable. Beaucoup, si. Oui. Beaucoup de blessés. Et... Tu vois des trucs qui te marquent et qui te... Toujours aujourd'hui ou... En fait, durant le trajet de la maison vers l'hôpital, j'ai pas beaucoup vu autour de moi. J'étais plus concentrée sur mon frère. C'est après, quand je suis rentrée à la maison, que j'ai réalisé ce qui se passait autour de moi. Mais le premier trajet vers l'hôpital, j'étais pas... T'étais dans un tunnel, quoi. J'étais ailleurs, oui. C'était genre mon frère et moi, seulement dans la voiture, rien d'autre. Et donc, t'as la chance de retrouver ta famille, déjà, à l'hôpital, ce qui est une chance. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, ton frère, vous le portez? Oui. Il dort, lui? Enfin, il est... Oui, il n'est pas conscient. Il est plus conscient? Il est peut-être 1% pour pouvoir comprendre qu'il doit descendre ou bien nous aider un peu à le porter, mais il est pas là, non. Et mon père, quand il le voit aussi, il a commencé à pleurer. Il pleurait beaucoup, en fait. Ma mère est forte, mon père un peu moins. Donc, je ne sais pas comment on réagit dans des situations comme ça. Oui. En fait, je pense que des gens qui disent « ouais, je suis solide, je suis machin », en fait, t'en sais rien tant que ça t'est pas arrivé, je pense. Oui, non, c'est vrai. Surtout quand ça touche tes enfants ou tes parents. Ouais. Oui, ma mère est vraiment quelqu'un de très fort dans la vie. Et elle porte mon frère, elle marche. Mon père pleurait de côté, il marchait. Ma mère s'est mis en tête que khalas, elle doit aider mon frère. Khalas, ça veut dire quoi? Tu dis souvent khalas. Khalas, ça veut dire... C'est assez? Oui, c'est assez. Oui, stop. Oui, c'est ça, stop. Ouais, khalas, stop. Elle doit faire rentrer mon frère et elle doit voir quoi faire pour qu'on puisse l'aider et le sauver, en fait. Et je me rappelle là, quand je vois qu'ils ont pris mon frère, je reste debout en dehors de l'hôpital et je dis « OK, j'ai besoin de quelques secondes, moi, toute seule, juste pour reprendre des idées, pour me reposer, pour un peu comprendre où j'étais, au fait. » Et c'est à ce moment-là que je sens que je suis devenue pas folle. Non, je comprenais plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être mon frère est mort et c'est à cause de moi. On était disputés, je lui ai rien dit. J'ai même pas pu lui répondre quand elle m'a dit qu'il m'aimait. C'est pas une personne qui s'exprime du tout. Donc, si je ne me trompe pas, peut-être c'est la première fois qu'il me disait qu'il m'aimait. Et j'ai ni pu lui répondre, ni j'ai pu lui dire quelque chose. On était disputés, il était fâché de moi. C'était trop... too much to handle. Donc, c'était tout tombait trop mal, quoi. Ouais, c'était pas bien. Et... Quand tu arrives, les médecins te disent on pourra rien faire? Oui, en fait, il y avait comme une salle d'attente et tous les blessés étaient assis avec leur famille. On attendait que les médecins puissent venir et les faire rentrer à tour de rôle.
Mais parce qu'il y avait tellement de gens dans les salles, dans le bloc opératoire, les médecins ont dû plutôt choisir les gens qui avaient plus de chances de survivre ou de vivre ou d'être soignés. Donc, je me rappelle que les médecins venaient, ils couraient, ils rentraient dans la chambre et ils regardaient les blessés et ils disaient non, ils commençaient à choisir. Non, non, pas lui, lui a plus de chance. Non, peut-être lui est gravement blessé, il faut le faire rentrer plus vite que celui-là. Donc, ils pensaient, mais très rapidement, en fait. Et au fait, ils oubliaient qu'ils pensaient à haute voix et que nous, on les entendait. Donc, je me rappelle très bien qu'ils sont passés, qu'ils ont vu mon frère et qu'ils ont presque dit qu'il est mort ou il va pas bien, il va mourir. Donc, on le fait passer, celui-là, parce que ça va être comme du temps perdu si on le blesse. Ils préfèrent se concentrer sur ceux où ils ont des chances de sauver. En gros, c'était ça. C'était ça. Mais hyper dur. Et donc, toi, tu vois tout le monde, tous les balades, tu les vois? Oui, tout le monde. Ils étaient dans une salle et vraiment, tout le monde était trop blessé. C'était choquant, vraiment. Et je pense que ma tante, elle avait fait un choc. Elle voulait pas comprendre ni admettre que mon frère était tellement blessé. Donc, c'était la seule qui pouvait le regarder et discuter avec lui. Elle regardait ses bras et tout. Et si on lui demande jusqu'à maintenant, elle nous dit que quand elle regardait mon frère, elle le voyait très bien. Donc, et même mon frère, les seuls mots qu'il a pu dire, il répondait à ma tante parce que c'était la seule que quand elle le regardait, elle le faisait sentir qu'il va bien. Alors que mes parents ou moi, on le regardait, on disait... Effrayé, quoi. Oui, non, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une oreille en moins et l'épaule, c'est normal que tu sois choquée. Hein? Oui, c'est ça. Et mon père, je pense, du coup, quand il entend les médecins passer et skip mon frère, il a commencé à crier, je me rappelle très bien, « Najib, Choubé », et il a mis sa main comme ça et il commence à tomber par terre. Il a mis sa main sur le ventre? Je me rappelle plus trop où, parce qu'il disait comme si il faisait une crise devant nous et il criait le nom de mon frère et puis il tombe par terre. Ton père? Oui. Donc tu penses qu'il fait une crise cardiaque? Je sais pas juste ce qu'il faisait, parce qu'il faisait une crise. Et ici aussi, on a le cousin de ma mère est médecin aussi. Et il venait d'arriver, il voit mon père qui tombe comme ça, il le prend, il le secoue, il lui dit non, on doit s'occuper de ton fils, pas de toi. Donc lève-toi, saisis-toi, non, lève-toi, il faut que tu sois fort. Et... Ralas, c'est un mot qui est très utilisé au Liban, on l'a remarqué depuis près de jours. Et du coup, je commence ici à crier sur mon père. Je lui dis, non, pape, tu es censé être mon père, tu es censé être là pour moi, tu es censé être fort. Et non, j'ai pas envie de te voir comme ça. Lève-toi. On n'a pas le temps pour toi. Et du coup, dès qu'il se lève, le mari de ma tante arrive. Il arrive et il voit un médecin ou quelqu'un qui prenait une femme sur un chariot et ils allaient la faire rentrer dans le bloc opératoire. Et je pense ici, il a une discussion avec la femme et lui dit « Tu te sens bien, vous vous sentez bien, je pense que tu peux donner ta place à quelqu'un d'autre. Si tu sens que tu peux ne pas tomber dans les pommes ou rester réveillé, peut-être c'est mieux de faire passer quelqu'un d'autre. » Et la dame était vraiment gentille. Elle lui dit rapidement « Oui, bien sûr, vas-y, prends le chariot. » Et on enlève la femme du chariot et on met mon frère. Et le mari de ma tante, il prend mon frère, je me rappelle très bien, il court avec le chariot et il dit au cousin de ma mère « J'ai besoin de toi, je vais pas pouvoir... J'ai besoin de quelqu'un avec moi. » Qui dit ça? Le mari de ma tante, le chirurgien. Et il rentre. Dans le bloc opératoire? Mon frère, et il rentre dans le bloc opératoire. Et donc il y a ta mère qui va avec? Non, personne. Non. Il rentre seul dans le bloc opératoire qui est déjà full. Il n'y avait pas de place. J'ai pas trop les détails d'où ils ont fait. Bien sûr, ils n'étaient pas dans une salle seule parce qu'ils ont dû faire beaucoup d'opérations, peut-être sur juste des chariots ou bien par terre ou bien je ne sais pas exactement c'était quoi. Il n'y avait même pas des fils esthétiques et tout. Donc, je me rappelle après qu'il nous a raconté qu'il a été agrafé, mon frère. On l'a agrafé partout. C'était même pas quelque chose de joli. C'était juste pour fermer les blessures et pour... Ils étaient choqués, les médecins, quand ils ont vu ton frère arriver? Ils se sont dit, oula. Au fait, ils étaient choqués de base, avant de voir peut-être les patients. Il y avait tellement de... Parce que j'ai vu beaucoup de médecins juste marcher
dans l'hôpital et je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites? Partez soigner, partez aider, même si peut-être vous ne pouvez pas faire des opérations dans le bloc, mais peut-être vous pouvez au moins rester dans la salle d'attente et aider les patients ou leur expliquer ce qu'ils ont. Donc, peut-être 30% des médecins marchaient sans rien faire. Je les comprends peut-être maintenant. Ils étaient choqués. Au moment même, je ne les comprenais pas. Et je pense que j'ai crié sur plusieurs médecins, juste leur disant de partir aider. Mais quand mon frère est rentré dans le bloc opératoire, ici, je me rappelle que ma tante m'a dit, elle m'a pris de côté, elle m'a dit, viens, tu dois te reposer un peu. Et en me prenant de côté, elle regarde mes pieds, elle me dit, Yas, mes chaussures étaient devenues rouges. Elle me dit, c'est quoi ça? Elle m'enlève mes chaussures et moi, en fait, j'étais pieds nus à la maison durant l'explosion. Donc, j'ai marché sans rien et il n'y avait que des vitres et plein de trucs, en fait, qui m'ont blessé tous mes pieds. Et j'ai porté mes chaussures en quittant avec tout ça sang enlevé. Et quand je courais, mes pieds étaient... Remplis de verre. Oui, et de sang, et ça, beaucoup. Et j'avais même pas remarqué, j'avais rien senti, en fait. L'adrénaline. Oui, c'est ça. C'est fou, hein. Le corps humain, il est quand même improbable. C'est ça. Et même quand je les ai remarqués, je sentais plus rien. Et ma tante, je me rappelle, elle a commencé à me les enlever. J'avais pas mal, je sentais rien du tout. Et on s'était assis par terre et ma tante, elle m'enlevait, en fait, tous les verres que j'avais. Et je me rappelle, je vois un ami à mon frère qui passe en chaise roulante. Et je lui ai dit, tu as quelque chose, tu vas bien? Il me dit, oui, je pense que j'ai juste cassé un pied. Ou, pourquoi tu es là? Je lui ai dit, Najib ne va pas du tout bien. Et direct, les médecins ont continué à le prendre. Et la discussion était finie. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai vu mon frère. Je me suis dit, peut-être qu'il n'allait pas se réveiller. Et, c'était émouvant. Oui, tu t'es dit, quand il part avec le chariot, c'est peut-être la dernière fois que tu le vois vivant. Oui. Donc, c'était un peu difficile. Et ici, je me rappelle que tout était flou, mais je me rappelle qu'il y avait une vieille dame qui nous a demandé à ma tante et moi si on pouvait lui tenir la main parce qu'elle n'avait pas envie... Je ne sais pas si elle nous a dit qu'elle n'avait pas envie de mourir seule ou qu'elle n'avait pas envie de rester seule durant ces derniers instants ou ces instants de la vie. Une dame blessée, tu veux dire? Oui, très blessée. Elle était assise par terre. Dans l'hôpital? Oui, elle était seule, il n'y avait personne avec elle. Une dame âgée? Oui, on est resté, ma tante et moi, un peu avec elle. On lui a tenu la main. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, si elle a eu quelque chose, si quelqu'un est venu la prendre, mais je me rappelle juste qu'il y avait 5 minutes où on était avec une femme âgée, on lui tenait la main, peut-être on lui faisait des câlins, je ne me rappelle plus. C'était aussi quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ton cerveau ne se rappelle plus de tout non, avec le choc? Oui, c'est ça. Tu te rappelles pas si elle s'en est sortie, cette dame? Non. Je me rappelle même pas si elle est morte. En fait, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que c'était trop, cet instant. Et puis, il y avait une femme aussi, elle est venue, elle était toute nue en serviette. Elle disait, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de chargeur. Quelqu'un peut me donner un téléphone pour que j'appelle mes parents. C'est vraiment des trucs, j'ai senti que même si on allait faire un film, sans que l'explosion se passe, on n'aurait même pas mis des détails pareils, on n'aurait même pas pensé à ça. C'était vraiment des trucs forts et inoubliables, en fait. Donc, oui. Donc tu vas rester combien de temps dans l'hôpital pendant que ton frère se fait soigner? Il part, tu le vois plus après? En fait, il y avait une autre salle d'attente. C'était pour les familles dont des proches étaient dans le bloc opératoire. On s'est mis dans cette salle. C'était même pas des salles, il n'y avait ni des fenêtres, ni des vitres. L'hôpital était tout cassé aussi parce qu'il était dans Beyrouth. Donc on attendait et chaque 30 minutes, il y avait des chariots avec un drap blanc les médecins les faisaient sortir, ou bien les nurses qui les faisaient sortir. Et on devait tous courir pour Donc tu veux dire une personne décédée? Oui. En gros, qui sortait toutes les 20-30 minutes du bloc? Et on devait tous courir pour hausser le drap pour voir c'est qui. Oh. Donc à chaque fois, tu voyais... c'est horrible parce que tu ouvres le drap en ayant peur que ça soit ton frère et tu es content de voir quelqu'un parce que c'est pas ton frère. Oui, c'était bizarre d'être content parce que les autres gens étaient fâchés parce que c'était c'était les proches de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est horrible. Mais oui, on était contents que c'était pas mon frère. C'était trop fort comme moment. J'ai vu seulement 2 chariots sortir puis j'ai quitté, j'ai pas pu rester parce qu'on courait, on voyait, ok, c'est pas nous, c'était quelqu'un d'autre. Il y a un père qui s'est évanoui, il y a une mère qui a commencé à se cogner la tête sur le mur. C'était trop, en fait. C'était pas beau à voir, ni à être là-bas, ni rien du tout. Ma mère était à genoux, elle priait. Ma mère prie beaucoup. On lui disait, lève-toi. Il y a beaucoup de verres, il y a plein de choses. Elle voulait pas. Mon père,
pleurais. Ton père, il avait pleuré du début à la fin. Oui, il n'a pas arrêté. Après, on ne sait pas comment je le réagir. comprends. C'était quelque chose. Et je me rappelle aussi, il y avait un employé qui travaillait chez mon père. Il nous a ramené des masques parce que c'était le Covid et c'était encore les premières phases où tout le monde avait vraiment peur parce que c'était encore la première phase où on ne savait pas au juste c'était quoi et tout ça. Donc, on porte des masques et puis ma mère me dit « Vas-y, please, je veux que tu quittes. Ne reste pas ici, tu ne peux rien faire. On a pris ton frère, merci, tu nous as aidés, tu l'as ramené. Mais rester ici, ça ne va servir à rien. » Et ça m'a pris du temps un peu pour accepter de quitter parce que je me suis dit, non, mon frère, on était disputés, peut-être c'est à cause de moi qu'il est mort, j'ai pas su le sauver, j'ai pas su le ramener plus rapidement à l'hôpital. Et tout le guilt, toute la culpabilité, je me sentais tellement coupable que je devais quitter juste pour ne plus penser à tout ça parce que vraiment ça commençait à m'affecter beaucoup. Je commençais à sentir que mon cœur battait trop vite et que j'arrivais plus à respirer. Peut-être j'ai commencé à faire une crise d'anxiété. Ici, je me rappelle que ma tante me prend et on quitte de l'hôpital. Et à ce moment-là, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai vu ce qui se passait autour de moi. J'ai vu les immeubles, j'ai vu les routes, j'ai vu des gens. Et tout ce que je disais, c'est je criais le nom de mon frère. Je disais rien d'autre, comme si je suis devenue folle. Je disais Najib, Najib, en marchant comme une folle sur les rues et ma tante qui me tenait la main pour me faire passer. Et je me rappelle même qu'il y avait des gens blessés par terre. Et ma tante et moi, on marchait, on n'a même pas arrêté, c'est bizarre. Quand après on s'est assis, on a commencé à dire, elle me disait, tu te rappelles qu'il y avait des gens par terre? Je disais oui. Elle me disait, mais pourquoi on n'a pas arrêté? Pourquoi on ne les a pas aidés? Pourquoi on ne leur a pas parlé? Elle me disait, je ne sais pas. Et je lui disais aussi, non, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu étais assommée, quoi. Oui, mais c'est bizarre. J'ai vraiment pas les mots. Mais on arrive, je me rappelle, elle me prend chez ma grand-mère. Et on arrive chez ma grand-mère où il y avait ma petite sœur, mes petits cousins. En fait, mon père était au travail et ma mère et ma tante étaient au supermarché. Donc, ils ont mis tous les enfants chez mes grands-parents. Et mon grand-père, il met toujours les nouvelles à la télé. Donc, quand l'explosion mes infos, s'est passée, oui, des infos, ma sœur a vu sur la télé notre rue et notre immeuble. Et c'est ici où elle a eu le choc. Elle a commencé à parler. Ils envoyaient des voices, au fait, sur le groupe de famille. Quand j'ai entendu les voices 1 an après, je n'ai pas pu les écouter avant. Mon père qui criait la voix de ma mère, c'est vraiment quelque chose. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'écoute toutes les audios sur WhatsApp, ça c'est douloureux. Les larmes aux yeux, oui. C'est vraiment... On n'a pas les mots pour expliquer un choc pareil pour toute la famille. Mais oui. Et donc là, pendant que ton frère se fait opérer, donc tu sors, tu vas à l'extérieur et tu vas à la montagne, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, parce qu'ils ont commencé à dire sur les infos que peut-être il y a eu... que c'est pas bien de respirer, tout ce qui a explosé et tout ça. Ma famille a eu peur et ils nous mettent tous dans une voiture. Je pense qu'on était chez 12 dans la même voiture. Et on est tous montés à la montagne avec ma tante. On a pris une route beaucoup plus longue parce qu'on ne voulait pas prendre la route et passer devant le port au cas où une seconde explosion allait se passer. Donc peut-être ça a pris 2 heures de route, 1 heure et demie. Et j'ai aucune notion de temps ce jour parce que tout pour moi était très long. Donc peut-être c'était plus court, mais pour moi c'était tellement long. On arrive le soir à la montagne et je me rappelle, il y avait quelques cousines à nous, cousins qui nous attendaient là-bas. Ils avaient amené beaucoup à manger parce qu'ils ont eu peur que la guerre commence, que les supermarchés ferment. Je me rappelle, il y avait de la nourriture, des gens, de la famille et tout le monde. Mais moi, j'étais tellement choquée que je me rappelle de rien vraiment, juste de ça. C'était un peu flou. Et tu vas recevoir une photo après, pendant que tu es à la montagne. C'est ça, ouais. C'est le soir même ou c'est le lendemain? C'est le soir même, mais après peut-être 5-6 heures de temps. Durant 6 heures, c'était tellement long. C'était tellement douloureux, je pleurais, je disais à ma grand-mère, non, je ne veux pas vivre, non. Pourquoi moi, pourquoi mon frère, pourquoi pas moi? Toi, tu pensais qu'il était mort, ton frère, tu n'avais pas de nouvelles, mais... Oui, non, on avait 0 nouvelles et même au bloc opératoire, personne ne pouvait nous répondre, personne ne nous parlait, personne n'était en train de nous soulager au fait. Et on m'a donné des médicaments pour que je puisse me calmer, je me rappelle. Et c'était 5 heures, 6 heures de temps,
trop longue. J'arrivais pas à dormir. J'étais près de ma grand-mère. Elle essayait de me soulager. J'arrivais pas. Je pleurais non-stop. Et puis, c'est ici que sur le groupe de famille, ils envoient une photo. Et c'était une photo du mari de ma tante et mon frère. Donc le chirurgien, Ouais. avec ton frère qui est allongé dans le lit avec un tuyau dans le nez pour l'oxygène. Je vous la mets à l'image là. Et là, ton frère est réveillé. Oui, réveillé. Après, vraiment, une opération très longue et très difficile. Je me rappelle bien qu'il nous racontait après qu'il a mis beaucoup d'unités de sang. Et, again, je ne suis pas tellement sûre des détails médicaux. Si des médecins me regardent, peut-être ils vont dire que je dis des trucs faux. Mais quand on met plusieurs unités de sang, il y a des limites. Et quand on dépasse cette limite, c'est que la personne ne va plus se réveiller et que ça ne sert à rien. Mais ils ont continué à essayer. Ils essayaient de le réanimer, de le réveiller. Et mon frère se réveillait. Ils ont mis 2 fois plus de sang que le maximum. Peut-être pas 2 fois, oui. C'est 2 unités oui, de plus, c'est ça? Peut-être, c'est ça. Je ne suis pas sûre du nombre exact, mais oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois la photo de ton frère réveillé? Vraiment, un sentiment que j'ai jamais senti de ma vie. Jamais, jamais. J'étais contente, je sais pas ce que j'ai senti, que c'était beau, non, je suis soulagée, mon frère est là. Et la première chose que j'envoie sur le groupe, dites-lui que je l'aime. Parce que je voulais tellement lui répondre. Au cas où il se rendorme, tu te dis... Oui, juste qu'il sache que moi aussi je l'aime beaucoup et que je suis tellement contente qu'il soit réveillé. Et oui. Tu lui dis plus que tu l'aimes maintenant ou pas? Oui, beaucoup. Même si on se dispute. Moi et mon frère, on se dispute beaucoup. Toujours? Un peu moins. Ou bien maintenant, si on se dispute direct, On fait la paix? Oui, on fait la paix. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, mais oui. Qu'est-ce qu'il a eu comme blessure, concrètement? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les médecins, après, ton frère? Je pense qu'il a cassé des côtes, et qu'il a eu un truc au dos, et que ses bras ont été cassés, ses épaules. Il a eu beaucoup de blessures au niveau des oreilles, de ses lèvres, de la tête. C'était vraiment partout. C'est-à-dire rupture des tendons de l'épaule, rotateur, section des muscles de l'avant-bras. Donc, c'est-à-dire qu'il avait, il avait plus... Dans les 2 bras. Ouais, les muscles étaient relâchés puisque les tendons étaient pétés. Donc, il y avait eu des petits morceaux partout, quoi. Quand il sort de l'hôpital, il sort au bout de combien de temps? Je pense qu'il est sorti plus rapidement que si maintenant il aurait eu le même incident, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place à l'hôpital, parce qu'on avait peur des infections et tout ce qui est comme virus, et parce qu'on avait envie de quitter Beyrouth, parce qu'ils étaient en train de parler durant ce mois-là que peut-être quelque chose d'autre allait se passer. Again, je n'ai pas la notion du temps durant cette période, mais je pense qu'il est sorti après 1 semaine et demie, 2 semaines, c'est ça. Et il est comment? En quel état? Au bout d'1 semaine et demie, il est requinqué ou c'est toujours pas fou? Il est très fatigué, il ne peut pas bouger ses bras, il est au lit. Et on était tous confinés, donc quand il est sorti, il est venu à la maison, il était seul dans une chambre. En fait, chacun de nous était seul dans une chambre parce qu'on avait peur d'avoir le Covid et de nous contaminer les uns les autres. Donc c'était très dur parce que ma mère était trop triste qu'elle voulait s'occuper de lui, mais elle ne pouvait pas rentrer dans la chambre. Donc, Parce que ta maman a eu le Covid après? Oui, c'est ça. 2 jours après la sortie? 2 jours après la sortie de mon frère, elle a été testée positive. Et au début, elle était à la maison encore parce que les symptômes n'étaient pas très forts. Mais puis, elle a dû quitter. Et on l'a pris en ambulance à l'hôpital. Elle a été intubée et elle était avec les machines d'oxygène pour pouvoir respirer et tout. Elle a eu un Covid grave. Hein. Oui, elle a eu un truc. Elle a eu un Covid très grave, oui. Et donc, t'enchaînes l'explosion avec le Covid de ta mère. Et c'était très dur de lui parler parce qu'elle était seule et elle pouvait à peine utiliser son téléphone. Et c'était encore la phase du Covid très grave au Liban, quand même les infirmiers et les médecins avaient peur de rentrer chez le patient. Donc, ils lui mettaient peut-être la nourriture, si je me rappelle, elle racontait, dans la porte. Ils lui juste sonnaient pour qu'elle vienne prendre. Et elle, la peur, elle avait tellement peur et elle était tellement triste qu'elle ne pouvait pas être là pour mon frère. Donc, c'était affreux. Et là, ton frère va faire un rêve. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire? C'est étonnant, cette histoire de rêve. Je pense qu'il va me tuer si je raconte, mais je vais raconter. J'aime beaucoup cette histoire. Ça serait une occasion de s'engueuler en plus, t'inquiète. Exactement. Au fait, mon frère n'est pas très croyant, on va dire. Mais moi, je crois beaucoup, je prie beaucoup et on est très différents. Donc, il fait comme un rêve qu'il voit quelqu'un
qui vient et qui met sa main sur ses épaules à mon frère. Les épaules de mon frère et ses bras qui ne pouvaient pas beaucoup bouger, en fait. Et il sent que ses mains étaient très froides et il se réveille en criant, en fait. Il crie très fort. Et mon père court pour voir qu'est-ce qui se passe. Et mon frère lui dit, je gèle, j'ai trop froid. Mon père le touche et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Et ici, il lui dit que j'ai vu quelqu'un qui venait vers moi, qui m'a touché les épaules. Et Il a fait un cauchemar, quoi. pour lui, c'était un cauchemar, oui. Mais nous, on dit que c'est pas un cauchemar. Et après ces jours-là, il a pu commencer à bouger ses bras. Donc, il s'est remis plus vite. oui, mais c'est la première fois qu'on raconte cette histoire. Personne ne connaît parce qu'il n'acceptait pas de raconter et parce qu'il ne croyait même pas. Jusqu'à maintenant, il ne croit pas. Les médecins nous ont dit qu'il avait besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir bouger ses bras et ses épaules. Mais après ce cauchemar ou cet incident, tout s'est passé très rapidement. Il a même pu bouger ses bras et tout ça. Mais il n'a jamais en parlé. Toi, t'es croyante? Oui, beaucoup. Et tu penses que c'est un rapport à Dieu, le fait que tu sois encore là? Et non, si ce n'est pas à ce moment-là que Dieu l'a aidé ou a fait un miracle, pour moi, toute cette histoire, c'était un miracle. Comme mon frère est toujours vivant, c'est un des plus grands miracles pour moi. Parce que tout se passait, si tu veux, tellement bien, tellement étudié que mon oncle arrive. Et mon oncle, il a bien dit que si mon frère n'était pas opéré, il a été opéré juste 20 minutes après, il serait mort. 20 minutes, il l'a même mentionné, 20 minutes après. Et est-ce qu'il a des séquelles encore aujourd'hui, ton frère? Oui, il a beaucoup de cicatrices. Et ça lui a pris peut-être 3 ans et quelques, ou 2 ans et demi, au fait, de physiothérapie. Il faisait chaque semaine des séances de physio pour pouvoir... C'est quoi, physiothérapie? Rééducation? Oui, pour pouvoir utiliser ses doigts, pour pouvoir ouvrir ses mains, ses bras. Ça lui a pris beaucoup, ouais. Et après, vous avez eu pour la reconstruction, pour terminer l'émission, vous avez une reconstruction énorme. L'appartement, il était très abîmé. Il y a eu combien de temps de travaux, qu'on se rende compte combien de temps ça a repris? Presque 1 an. On est resté à la montagne presque 1 an, alors que mon père, il a tout fait, vraiment, tout fait pour qu'on puisse rentrer tôt à la maison, pour qu'il puisse tout arranger. Mais il ne faut pas oublier que c'était durant la période de la Révolution, les crises bancaires, notre argent était en banque, on ne pouvait pas retirer de l'argent, c'était tellement difficile que vraiment c'était dur d'arranger la maison. Vous avez pu retourner à la maison juste après l'explosion pour prendre des affaires ou c'était trop dur pour toi? Les premières fois étaient trop dures. Trop dur. Surtout la première fois parce que il y avait encore du sang. Donc, je marchais, je voyais du sang et mon frère était encore à l'hôpital. On ne savait pas si il allait mieux et tout ça. Donc, c'était très dur, oui, parce que je me rappelais de tout. Mais il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de la famille avec moi qui m'aidaient. Et même la première nuit où on est rentré, on a dormi, c'était dur. C'était dur de dormir à la maison. Même 1 an après, tu veux dire? Même 1 an après. De vivre, non, j'avais toujours peur. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a des feux d'artifice ou n'importe quoi, et surtout la guerre cette année, non, c'était traumatisant. Parce que la guerre, tu l'entends d'ici? Oui, moi, à Beyrouth, on entend tout. Et on sent tout. Et c'est traumatisant. Quand il y a des bombardements ou quoi, tu les entends d'ici? Oui. Et même des feux d'artifice, à chaque fois qu'il y a un feu d'artifice, je sens que j'arrive plus à respirer, je stresse, j'ai peur. C'est plus comme avant. Oui, c'est plus comme avant. Et pour terminer, là, psychologiquement, est-ce que tu as suivi, tu as vu un psychologue, tu as pu en parler? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu fais toujours des cauchemars? T'en es où? J'ai vu quelques psychologues parce qu'au travail, on m'a offert des séances et je n'allais pas dire non. Je trouve pas que ça aide pas. Ils sont très bien, les psychologues. Ils sont là pour nous. Ça peut beaucoup aider. J'ai senti que peut-être apprendre à vivre la vie d'une autre façon, c'est ce qui m'a aidé le plus. Et à toujours voir le côté positif. Oui, c'est ce qui m'a... Et la prière. Tu vas partir à Dubaï ensuite? Je suis allée à Dubaï, oui. Combien de temps après? Peut-être 1 an et demi, non plus, 2 ans, 2 ans et demi après. Et quand mon frère était bien pour quitter le pays, en fait, il a eu un job à Dubaï et il a quitté, en fait, et il est parti. Et je me suis fait une promesse que je ne vais jamais le laisser.
Et donc, j'ai postulé pour un travail à Dubaï et j'ai eu ce job. Pour accompagner ton frère? Oui. Putain, incroyable. Et je suis partie et on a commencé à chercher des appartements. J'ai commencé le travail et tout. Et j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai su que j'avais le cancer. Donc, j'ai dû rentrer au Liban. T'as enchaîné une grosse période compliquée, là. Hein. Comment tu l'apprends à Dubaï? Comment tu sais à Dubaï que tu as ça? Au fait, avant de quitter, comme je l'ai mentionné, le cousin de ma mère, c'est un oncologue, c'est un médecin. Et j'avais eu un ganglion dans le cou. Mais on a cru que c'était une infection ou un virus. Ou bronchite, un truc, n'importe quoi, ça peut te donner une infection, quoi. Exactement. On a fait une biopsie avant de quitter. Le cousin de ma mère n'a pas accepté que je quitte avant de faire la biopsie. Mais moi, j'ai cru que non, ça allait être rien du tout. Donc, je quitte et je pars à Dubaï et je commence mon nouveau job. C'est trop bien, j'étais contente. J'ai cherché un appart avec mon frère. Et 10 jours après, même un peu moins, le jour de mon anniversaire, le 26 octobre, le 25, un jour avant, ma mère reçoit les résultats. Elle ne m'a pas dit, quand j'étais à Dubaï, que j'ai le cancer. Elle envoie sa cousine me parler et me dire que je dois rentrer le week-end pour faire des tests au Liban. Et j'ai dit, maman, il y a plein d'hôpitaux à Dubaï, pourquoi je dois rentrer? Elle me dit, je préfère que tu sois là, je m'occupe de toi, je pars avec toi à l'hôpital et tout. Et ma mère s'occupe trop de moi. Je me suis dit, peut-être elle a raison, non, vraiment, elle veut s'occuper de moi. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas logique, je viens de commencer un nouveau travail, elle veut que je demande de prendre un jour de congé. Et je rentre, en fait, j'arrive à l'aéroport et je vois toute ma famille. Je me suis dit, nos mères, bien sûr, quelqu'un a quelque chose. J'espère que c'est rien de grave, que personne n'est mort ou bien que quelqu'un a quelque chose. Et en voiture, je dis à nos mamans, qu'est-ce qu'il y a? Ne me mens pas. Et qui dit à quelque chose? Vous êtes tous ici. Et c'est quoi? Et ici, elle me dit, non, en voiture. Elle me dit, tu as le cancer. Et j'ai rien senti au moment même. Tu avais un cancer de quoi? Lymphome, Hodgkin, au niveau de lymphatique, je ne sais pas ce qu'on dit. Je me rappelle direct, le lendemain, j'ai fait mon PET scan, le scan. Un PET scan, c'est pour savoir, c'est un scanner, oui. Ça va focaliser un produit radioactif qui va se focaliser exactement. Là où il y a des cellules cancéreuses. Et le lendemain, j'ai eu les résultats. Je suis partie chez le médecin, j'ai été diagnostiquée et c'était le stade 4. C'était le plus mauvais. Le plus mauvais. C'est-à-dire qu'il est métastasé. C'était métastasé, oui. Donc tu as peu de chances de t'en sortir. Oui. Et non, on dit que ce cancer, on m'a dit que j'étais chanceuse parce que ce cancer, c'est le cancer le plus facile. Ça faisait peur. Et le lendemain, j'ai commencé le traitement, la chimiothérapie. J'ai pas eu en 4 jours, j'avais tout fait, j'avais commencé mon traitement. J'avais pas eu le temps de réaliser ce qui était en train de se passer. Du coup, tu abandonnes le travail à Dubaï? Oui, j'ai dû leur envoyer un email. Ils ont même pas compris, en fait, qu'est-ce qui se passait. Et oui, c'était trop à comprendre, en fait. J'avais pas envie que ça se passe, surtout pas. J'étais tellement contente d'avoir ce nouveau travail. C'était tellement un job que je voulais et tout, et vivre avec mon frère. J'étais choquée, en fait. Quand on te dit stade 4, tu te dis c'est fini pour moi? Non, j'ai jamais dit ça, à aucun moment. Et même durant mon traitement, j'ai fait une infection très grave. Et je suis rentrée 2 semaines aux soins intensifs. Et les médecins, un des médecins m'a dit que c'était fini. Et il m'a dit où tu te Il s'est remonté le moral, ce médecin, en tout cas. C'est vraiment. Il m'a dit, tu as quel âge? J'ai dit 25, 24, je ne sais plus quel âge j'avais. Et il me dit, oh, OK, je peux te dire, je peux parler devant toi. Et ma mère était à côté et il me dit, écoute, là, tu as une infection au poumon. Elle est très grave et le temps qu'on fasse une biopsie pour savoir c'est quel virus et qu'on te donne l'antibiotique, ça serait presque trop tard. Il m'a dit, c'est une course contre la montre et on sait qui va gagner. Et je regarde ma mère, je vois le visage de maman. Je dis, OK, khalas, je vais être forte. Je ne vais pas lui montrer que j'ai peur. J'ai eu peur, mais c'est pas autant que si, je pense, maintenant on me le redit. Mais je me sentais tellement mal que je n'avais pas le temps peut-être de penser. Il m'a dit, si tu descends maintenant aux soins, tu as un peu plus de chances d'être mieux. Mais si tu veux, on te fait monter dans la chambre, tu vois un peu ta famille pour quelques heures, tu verras du mal à respirer, on va te refaire descendre aux soins. Et je monte dans la chambre, j'envoie des textos à mes amis proches, et des messages
d'adieu. Non, mes amis les plus proches, je leur envoie quelques beaux messages et tout. Je me rappelle, presque toute ma famille était venue. Et il y a même ma cousine qui vient, elle me dit « Yalla, lève-toi, et je sais que tu vas être bien et rien ne va se passer, tu vas être témoin de mon mariage. » Et là, je commence à pleurer. Je me rappelle, non. C'était tellement émouvant, j'étais tellement contente et j'avais envie d'être à son mariage que c'était dur. Et puis je descends en soins. Et ton père, il était là? Non, je ne me rappelle pas. Je ne pense pas que mon père est venu à l'hôpital. C'est vrai? Durant mon traitement, il est venu rarement en fait à l'hôpital parce qu'il était trop triste. Genre, il me voyait quand j'étais à la maison, il s'occupait de moi. À chaque fois que je commençais à me sentir mal, il s'éloignait un peu. Quand il a su que j'avais le cancer, même aussi, il allait faire une crise ou je ne sais pas ce qu'il allait avoir. Ça. C'est ta mère qui tient la... Oui, ma mère. Et tu t'es guérie grâce à cette opération? Oui. C'était même pas une opération, en fait. C'était juste, on m'a donné trop d'antibiotiques. On m'a mis sous oxygène, sous tout ça. Je ne pouvais pas manger. Moi, j'aime beaucoup manger. Je suis restée peut-être 1 semaine et demie sans manger, sans rien faire. J'allais en jet, c'était affreux. J'avais mal, j'étais seule aux soins. Parce que d'habitude, dans les chambres d'hôpitaux, on peut avoir quelqu'un. C'était ou mes amis, ou ma mère, ou mes cousins qui venaient me visiter. Mais aux soins, on est seul. On a juste droit à 30 minutes, quelqu'un qui vient nous visiter. C'était affreux. Mais c'est passé. Et donc, ça va mieux, là? Tu es guérie totalement? Oui, j'espère. Je fais beaucoup de check-up. Il faut attendre encore un peu, je crois. Non, c'est une longue période pour être sûr que c'est pas... C'est 5 ans après pour qu'on puisse dire qu'on est en vraie rémission complète. Mais maintenant, ça fait déjà 2 ans que j'ai arrêté mon traitement. Et pour terminer, du coup, tu fais quoi aujourd'hui, là? Maintenant, comment ta vie a changé? Au fait, j'ai beaucoup changé de la façon dans laquelle je vis. J'ai vraiment appris qu'à n'importe quel instant, la vie peut s'arrêter. Et c'est à cet instant, en fait, quand on le vit et qu'on remarque que non, la vie n'est pas tellement facile, il y a tellement de problèmes, qu'on apprend vraiment le vrai sens en fait, de la vie. Il y a beaucoup d'amis avec qui je sortais et il y a beaucoup de choses que je faisais et il y a beaucoup de choses que je n'appréciais pas, que maintenant j'apprécie. Pouvoir être en voiture, pouvoir conduire, pouvoir manger, pouvoir s'asseoir, pouvoir ne pas avoir mal. Les choses simples de la vie, quoi. Exactement. Vraiment des choses auxquelles, avant, je ne pensais même pas. Elles sont tellement importantes pour moi. Et en fait, avec le temps, peut-être je commence pas à oublier, mais à moins donner d'importance à ces choses simples. Et tout le temps, je me dis non, je veux tout le temps rester comme ça. Je veux vraiment profiter et aimer les choses simples dans la vie. Et j'ai même commencé une initiative, en fait. Je l'ai appelée Can't Survive, Cancer and Survive. Et où j'aide beaucoup de gens. J'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, en fait, sur TikTok, parce que je m'ennuyais, en fait, durant mon traitement. Et mes vidéos ont commencé à avoir plus d'1 million de vues. Et des gens qui me parlaient, qui m'ont contacté, qui me disaient « Écoute, on a le cancer aussi, et on aime beaucoup comment tu le vis. Est-ce qu'on peut juste te parler pour se sentir mieux parce qu'on parle à des psychologues ou bien à notre famille, personne ne nous comprend. » Et j'ai remarqué vraiment que l'importance, c'est pas juste de parler à quelqu'un, mais de parler à quelqu'un qui nous comprend, qui nous comprenne dans la vie. Donc j'ai commencé cette initiative et j'ai aidé beaucoup de personnes. Et maintenant, on est un grand groupe, on s'aide, on parle beaucoup du cancer sur les réseaux sociaux. Et même maintenant, on a commencé à faire des projets pour avoir des fonds et pour aider les gens avec leur traitement. Je mettrai le lien, si tu veux, de l'association. Je mettrai, si vous voulez, dans la description directement de la vidéo YouTube. Et puis, si vous nous écoutez en podcast audio, dans la description des podcasts, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, je vous mettrai le lien, si vous voulez. On n'a pas parlé, pour terminer, juste, c'est quoi la cause de l'explosion? Je crois que ce n'est pas encore totalement fini, les enquêtes. Il y a encore des enquêtes, je crois, au jour du tournage. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information pour l'instant? J'ai vraiment pas voulu rentrer dans les détails parce que malheureusement, je sais qu'on ne va jamais savoir c'est quoi la vérité. Mais je sais qu'il y a beaucoup de familles, des gens qui ont été décédés qui essaient de savoir c'est quoi la vérité. Et moi, je les encourage, je suis là pour eux et je veux vraiment aider. Mais malheureusement, je trouve qu'au Liban, peut-être,
On ne va jamais savoir. Peut-être non, mais... C'est comment la vie au Liban? Je vais paraître peut-être folle, mais c'est beau. Moi, j'aime beaucoup le Liban, j'aime beaucoup la vie ici. Parce que je trouve que les gens s'aiment et s'aident et sont toujours là les uns pour les autres. Et c'est plutôt les gens comme nous qui aiment vraiment, qui ont la joie de vivre, je trouve. Malgré tout ce qui se passe avec nous, on trouve tout le temps un moyen pour être content, pour être heureux, même si peut-être le gouvernement ou les politiciens n'aident pas beaucoup, mais on trouve, nous, tout le temps, le peuple, une façon de vivre, d'être bien, d'être accueillant, et comme vous allez le voir dans ces jours. Mais oui, c'est beau. Tu as toujours le sourire, c'est impressionnant. Oui, on me disait que je suis folle parce que quand j'étais malade, je rigolais, je souriais toujours. Je faisais des vidéos en perruque et tout. Tu as perdu tes cheveux avec la chimio, oui. Mes cheveux, mes sourcils, mes cils. À mes 25, 26 ans, et c'était pas la plus belle période pour changer physiquement. J'ai appris que c'est important, la beauté physique, pour une femme et tout, surtout au Liban, avec tous les jugements des gens. Mais vraiment, c'est quelque chose de secondaire. J'ai vraiment appris à m'aimer moi-même comme je suis. Avant, c'était pas le cas. Mais... Merci en tout cas d'être venu, nous avoir donné du temps. Tu habites pas très loin, c'est ça, de la maison, une vingtaine de minutes, là, on s'est retrouvés. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était cool de te rencontrer. On a envoyé des messages à un ami, je crois, un de tes amis sur Instagram. On a essayé de contacter des gens qui avaient vécu cette situation, cette explosion au Liban du 4 août 2020 pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et tout. Et je sais que c'est pas facile pour toi, c'était compliqué de remettre là-dedans. Et voilà, merci de nous avoir raconté tout ça. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec nous. On a préparé l'émission, vous en mettez une tous les mercredis, vendredis et dimanche sur les jambes 3 fois par semaine, des documentaires, des interviews, ça dépend. En tout cas, merci de nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en 2 secondes avant de terminer l'émission si vous voulez bien. Si vous cliquez sur vous abonner, vous pouvez commenter aussi l'émission, mettre un petit like, ça nous aide vachement sur le référencement de la vidéo, puis la petite cloche pour être au courant des prochaines. Et puis si vous nous écoutez sur la route en faisant du sport, vous pouvez nous écouter pareil en podcast audio partout sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur les jambes. Ciao tout le monde!